Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwa d'Info. Le 13 janvier 1963 à Lomé, le premier président de la République togolaise indépendante, Sylvanus Olympio, est assassiné. 62 ans plus tard, les circonstances de son assassinat suscitent toujours des débats, mais depuis lors, il repose à Goué, au Bénin voisin. Awanana Daboya, médiateur de la République togolaise et présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, a évoqué récemment la possibilité du rapatriement de la dépouille de Sylvanus Olympio au Togo. Cette démarche s'inscrit, selon elle, dans la logique des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR de 2014. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. 13 janvier 1963, 13 janvier 2025, ce sont 2 ans depuis la disparition de Sylvanus Olympio. Tout à fait, c'est une disparition difficile pour un pays parce que quand un président de la République est assassiné, moi je dénonce tout le temps les coups d'État, c'est le dommage. C'est vrai que de plus en plus, on ne voit plus ces genres de coups d'État où à travers le coup d'État, le premier objectif c'est d'assassiner le président de la République. C'est une forme de déstabilisation. Ça dérange d'autant plus que pour ceux qui connaissent l'histoire politique du Togo, il a d'abord été pendant cette période qu'on appelle période transitoire le Premier ministre qui a mené le Togo vers l'indépendance. C'est lui qui a proclamé l'indépendance du pays et d'habitude, quand on fête l'indépendance, on pense à ceux-là qui ont été des acteurs pour amener un pays vers l'indépendance. Et d'habitude, on va vers leur tombe pour les honorer. Ben, ici, ça devient un peu plus compliqué puisque, comme vous l'avez dit, la tombe ne se trouve pas actuellement sur le territoire togolais. Quelles sont aujourd'hui les raisons évoquées par les autorités togolaises pour le rapatriement du reste de Sylvanus Olympio? En fait, quand on veut rapatrier les restes d'une personne, surtout quand il y a des conflits, comme le cas de l'assassinat, on est obligé d'avoir au moins 2 avis. D'un côté, l'avis de la famille, d'un côté, l'avis du pouvoir officiel. Au niveau du pouvoir officiel, on a vu le président Faure dire vers les années 2010, je crois qu'il était disposé pour que le corps puisse être rapatrié. Mais au niveau de la famille, il y a toujours une réticence pour ce qui est du rapatriement du corps de Sylvanus Olympio. C'est quoi la raison exactement? Parce que même avec l'anniversaire, son fils Jules Christ a dit que ce n'est pas une priorité. Mais très souvent, ça c'est ce qui est dit de façon officielle. Mais généralement, comme ça s'était fait avec Sankara, on a vu sa femme se battre. Quand Blaise Compaoré a voulu réhabiliter Thomas Sankara, elle a refusé. Refusé non pas parce qu'elle ne voulait pas qu'on réhabilite Thomas Sankara, mais parce qu'elle ne voulait pas de ce qu'elle considérait comme étant un deuxième assassinat, c'est-à-dire utiliser Thomas Sankara pour renforcer le pouvoir de Blaise Compaoré. Et avec les familles, souvent, c'est là où se trouve le problème de fond. Il ne s'agit pas simplement de ramener les restes du défunt, mais de dire la vérité, puisque c'est de ça qu'il s'agit le plus souvent. Autour de l'assassinat. Autour de l'assassinat, qui l'a tué, dans quelles circonstances, etc. Mais ensuite, de rendre à la personne ce qui lui revient. Parce que c'est un ancien président de la République qui a été assassiné. Au moment où on l'a enterré, quel a été le cérémonial? Est-ce qu'on lui a rendu les hommages qu'il mérite en tant que président de la République? Souvent, il y a tous ces aspects qui font que, quand on dit aux familles, on ramène les restes du corps, les familles ne disent pas automatiquement oui, parce que ce serait une façon pour eux d'accepter quelque chose qui, à la limite, devient une seconde humiliation pour le défunt. Son fils, Jules Christ Olympio, ou encore ses petits-fils sont encore acteurs sur la scène politique togolaise. Mais pourquoi le sujet autour de ce rapatriement divise sur justement la scène politique? On peut dire que ça divise pour la façon dont il a été assassiné. C'est la première raison. Puisque quand on regarde, quand on applique la règle de à qui profite le crime, si vous lisez les documents qui parlent de cet assassinat, on voit la main de la France derrière. Et cela est un sérieux problème, surtout dans le contexte actuel. Ça aurait été beaucoup plus facile dans un autre contexte, mais dans ce contexte de rejet de la France un peu partout, dans ce contexte où le panafricanisme est en train de reprendre du poil de la bête au niveau de nos pays, Olympio Sylvanus est considéré comme un panafricaniste, il est considéré comme quelqu'un qui ne voulait pas se soumettre à la France. Est-ce que dans un contexte comme celui-là, on va le ramener discrètement
parce que c'est le mot que j'utilise dans son pays. Non, les gens vont vouloir qu'on lui rende ce qu'il était, parce que ce que les gens défendent aujourd'hui... Des hommages bien mérités. Des hommages bien mérités. Il l'a défendu auparavant. Bah, comme le dit l'hymne du Togo, il s'est mis debout et il a lutté sans défaillance. Il faut qu'on le lui reconnaisse. Mais tant qu'on ne le lui reconnaîtra pas, mais il va être difficile de faire comme si c'était un citoyen ordinaire qui est décédé, qu'on a enterré quelque part et qu'on ramène. Bon, n'oublions pas également qu'on est en Afrique, ce n'est pas dans toutes les cultures qu'on accepte, après qu'on ait enterré une personne, qu'on puisse revenir pour dire on va prendre les restes et puis amener ailleurs. Mais tous ces éléments doivent être pris en compte en relation bien sûr avec la famille principalement, parce que faut dire que s'il y a des victimes, c'est eux qui sont les premières victimes pour cet assassinat. Pour Mme Awanana Dabouya, médiateur de la République togolaise, les démarches, sinon le rapatriement voulu du reste de l'ancien président Sylvanus Olympio s'inscrit dans les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et dans ce contexte, quels sont les impacts sur la société togolaise, mais aussi sur la vie politique? Elle a raison, et elle est dans son rôle en tant que responsable du HCROUN, puisque il s'est passé des choses dans ce pays, il faut assumer l'histoire d'un pays. Dans l'histoire d'un pays, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Il faut assumer aussi bien les hauts que les bas. Mais elle a également raison, puisque la CVJR a effectivement considéré que dans le cadre de la réconciliation, qui fait partie de la CVJR, il faut assumer cette histoire du Togo. Et dans cette histoire, il y a l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Il faut assumer cela. Et ça fait partie en ce moment de la réconciliation, quand on reconnaît qu'à un moment dans l'histoire du Togo, il s'est passé ce qui ne devait pas se passer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas en faire un accident et puis on passe. Il s'est passé quelque chose qui ne devait pas se passer. Mais maintenant, avec la CVJR, la logique n'était pas la logique d'aller vers un procès, mais comme le nom l'indique, qu'on puisse au moins dire la vérité sur ce qui s'est passé. Mais en ce moment, qu'on fasse la véritable réconciliation, pas ce que j'appelle la réconciliation officielle, où c'est des gens qui ne sont pas concernés qui pardonnent, mais qu'on aille voir la famille qui est concernée pour leur dire, mais effectivement, nous avons fait du tort, nous demandons pardon. Mais quand la famille accepte d'accorder son pardon, la réconciliation devient facile. Mais quand on fait la réconciliation, comme on le fait parfois dans certains pays, on force pratiquement les choses, on n'écoute pas les ayants droit de ceux qui sont décédés, on fait des monuments, mais on a vu beaucoup de pays qui ont fait ce travail, et après on a revu exactement la même chose se produire à nouveau dans les mêmes pays. Et la question du rapatriement de la dépouille de l'ancien président Sylvanus Olympio, on peut y voir également une question de mémoire, d'identité. Mais bien sûr, je parlais tout à l'heure de panafricanisme. Il n'est pas reconnu que par des Togolais. Vous avez des Africains qui sont intéressés par sa lutte, parce qu'on se rappelle, très tôt, il avait bien compris que le système du CFA était un système d'exploitation des économies africaines. Tout le monde connaît sa position là-dessus, et il était bien placé pour le savoir, parce qu'on ne l'oublie pas, il a fait économie à Londres, dans une des meilleures écoles à l'époque. Il a fait du droit. Mais il avait les deux pieds qu'il fallait pour pouvoir bien comprendre ce mécanisme du CFA et de savoir ce que les Africains perdaient avec ce mécanisme du CFA. Mais il a clairement dit que ça ne nous arrange pas. Il a eu même le courage, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de voir le Premier ministre français à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui deviendra par la suite président de la République, pour lui dire, nous voulons une monnaie nationale et que la France puisse faire la monnaie. Valéry a refusé. Il s'est tourné vers l'Allemagne, vers l'Angleterre. Les gens étaient disposés à l'accompagner. Et actuellement, quand on parle de son assassinat, on cite toujours cette question du CFA. C'était la même chose avec les militaires français et les militaires de la coloniale, si on peut les appeler ainsi, qui étaient revenus et qu'on voulait intégrer automatiquement dans l'armée. Il avait dit non en parlant de budget, on ne peut pas le faire parce que le budget ne le permet pas, mais en tant que quelqu'un qui est un fin politicien, quelqu'un qui a une indépendance d'esprit, il comprenait le risque qu'il prenait en prenant ces soldats de la coloniale. Il avait prétexté le budget pour ne pas accepter de les intégrer à l'intérieur de l'armée. Mais toutes ces raisons, les Africains ne l'ont pas oublié, parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est comme si nous sommes en train de vouloir faire présentement ce qu'il fallait faire il y a plus de 60 ans. Et lui, il fait partie de ceux qui voulaient faire cela il y a plus de 60 ans. Donc effectivement, il faut qu'on réhabilite ce président
pas seulement pour le Togo, mais pour le continent africain, surtout dans le contexte actuel où la souveraineté de l'Afrique est devenue ce que exige au moins toute la jeunesse africaine et même au-delà. Et d'après vous, comment est-ce que les Togolais d'ici et d'ailleurs devraient-ils percevoir ces démarches de vouloir rapatrier l'ancien président? À mon avis, la responsable du Ashkurun, Mme Awanana, est une personne qui doit pouvoir faire ce travail. Parce que quand c'est fait de façon officielle, tout court, par le pouvoir, on risque de voir un cachet politique qui risque de fausser la chose ou de fausser la sincérité de la chose. Mais elle, en tant que responsable du Ashkurun qui est une sorte de suite de la CVJR, elle est dans son rôle quand elle revient sur des recommandations du Ashkurun et qu'elle essaye de faire le travail qu'il faut pour que ces recommandations soient appliquées. Mais il va falloir travailler avec la famille parce que quoi qu'on dise, il appartient à une famille. Cette famille aujourd'hui a une position politique qui n'est pas la même exactement que la position du pouvoir sur place. Donc des deux côtés, il y a un aspect politique qu'il va falloir savoir domestiquer pour que les Togolais puissent savoir que celui-là est un fils du Togo. Sa place, c'est au Togo. Il a sa place dans l'histoire politique du Togo. Mais tous ces éléments font qu'effectivement, la famille devrait pouvoir, dans une discussion sereine, où elle n'a pas l'impression qu'elle est en train d'être utilisée, accepter qu'on ramène ses restes. Justement, si cela devenait effectif, quelles conséquences possibles sur le climat politique et social actuel? Le pays, on sait, le Togo vit un changement de régime. Mais il n'y aura pas de lien parce qu'on est sur une évolution politique. Ici, on est sur de l'histoire politique. Il y a un pan de l'histoire du Togo. C'est comme si on a pris une partie de l'histoire du Togo et les déposée au Bénin. Je donne un exemple. Le jour de l'indépendance, ce n'est pas le jour seulement de son décès qu'on doit lui rendre des hommages, mais le jour de l'indépendance, on rend hommage également à ceux-là qu'on considère, comme on le dit, comme père de l'indépendance, père de la nation, etc. C'est pourquoi certains disent que c'est une sorte de parricide. Parricide ici, pas seulement par rapport à un individu, mais par rapport à tout un pays, parce que c'était lui le père de la nation. Mais le jour de l'indépendance, si on veut lui rendre hommage, mais il serait curieux que le Togo se déplace au Bénin pour rendre hommage à son premier président. Ça, c'est pourquoi j'ai dit ça, c'est la dimension historique. Il faut ramener les choses à leur place. Maintenant, sur la dimension politique, il a des enfants, il a des petits-enfants qui n'ont pas les mêmes postures politiques que le pouvoir qui est en place au Togo aujourd'hui. Et ça ne participe pas à faciliter le rapatriement, ça participe plutôt à compliquer le rapatriement parce que quand on rentre dedans, les oppositions d'un point de vue politique peuvent venir perturber l'histoire, alors que quand on fait l'histoire, on ne la fait pas avec la politique actuelle, on retourne au contexte d'alors pour rendre à quelqu'un comme Sylvanus Olympio ce qu'on lui doit. Le devoir de mémoire, une infrastructure publique, voir les rues, porte le nom de l'ancien président. C'est assez symbolique pour rendre hommage à une figure emblématique d'un pays. Oui, c'est symbolique, mais ça ne suffit pas. Parce que s'il n'y avait pas eu son assassinat, ça ne poserait aucun problème. Avec l'assassinat, on a l'impression qu'on est en train de se racheter. Je reviens sur le cas de Sankara. On a finalement décidé de donner des noms, de faire ceci, mais l'épouse de Thomas Sankara, une partie de la famille de Thomas Sankara, les enfants de Thomas Sankara ne se sont jamais associés à tout ce que le président Blaise Compaoré a fait de façon symbolique pour restaurer, pour réhabiliter plutôt Thomas Sankara, parce que les gens considéraient que la vérité n'avait pas été dite. Quand je dis la famille, vous avez le père de Thomas Sankara, par exemple, qui n'est jamais allé sur la tombe de son enfant. Parce qu'il avait posé une condition, que ce soit Blaise Compaoré lui-même qui lui dise effectivement que c'est ici qu'on a enterré son enfant. Donc pour les questions de famille, il y a ces aspects qu'il faut véritablement prendre en compte. Parce que si vous voulez rendre hommage à une personne, que sa propre famille boycotte la cérémonie que vous organisez, ben vous voyez un peu à quoi va ressembler une telle cérémonie, parce que cette famille, c'est les premiers concernés quand même quand il s'agit d'un enterrement ou de déplacer les restes d'un défunt. Sylvanus Olympio du Togo ou encore Thomas Sankara que vous avez cité du Burkina Faso, d'autres dirigeants de l'époque de l'indépendance de nos pays ont subi, ont été victimes de coups d'État dans différentes circonstances. Aujourd'hui, les coups d'État
malheureusement, on vit encore ces situations sous différentes formes. Est-ce que les générations d'aujourd'hui ont appris de l'héritage politique de ces dévanciers? Ben, ils ont appris, puisque si on regarde l'histoire de l'Afrique, on a eu une période, une sorte de printemps des coups d'État. À un certain moment, les gens ont dit ça suffit. On ne voulait plus des coups d'État. Mais on ne voulait plus des coups d'État parce que les gens voulaient une Afrique stable, qui fonctionne normalement, une bonne gouvernance, etc. Puisque les coups d'État de tout le temps, la déclaration, c'est la corruption, c'est la gabégie, le discours n'a pas changé, à part des éléments de sécurité aujourd'hui qui se sont ajoutés dans des pays comme le Niger, le Burkina, etc. Mais dans le fond, la déclaration de ceux qui ont fait les coups d'État, le discours est pratiquement resté le même. Prenez toutes les déclarations de coups d'État depuis les indépendances de l'Afrique, vous revoyez exactement, pratiquement la même chose. L'autre élément, les gens ne voulaient plus des coups d'État parce que les coups d'État n'avaient pas permis de résoudre les problèmes au niveau des pays où il y avait eu des coups d'État. Il n'y avait que quelques rares exceptions. Et dans ces exceptions, vous avez eu une transition souvent où celui qui a fait le coup d'État est venu juste essayer de remettre de l'ordre. Il n'a pas essayé de rester au pouvoir, il a rendu le pouvoir. On est actuellement dans un autre contexte où les populations approuvent les coups d'État, puisqu'elles semblent considérer le coup d'État comme la voie qui peut permettre à l'Afrique de retrouver sa souveraineté. Donc on est sur deux époques qui ne sont véritablement pas les mêmes par rapport à ces coups d'État. 62 ans plus tard, les circonstances de l'assassinat de Sylvanus Olympio suscitent toujours des débats. La France est citée à chaque fois, la France sous Emmanuel Macron, qui déplore une ingratitude de la part des dirigeants africains, pendant que eux dénoncent des anomalies dans les relations bilatérales. Une dichotomie, comment expliquer ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que la France veut avoir raison deux fois. Deux fois, quand le président Macron essaie de nous faire croire que c'est la France qui a décidé tout bonnement de reprendre ses militaires. Je ne vois pas qui va y croire quand la personne connaît le processus par lequel la France est passée en faisant tout pour maintenir ses bases en Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, regardez tous les présidents africains qui sont morts en exil. Prenez Mobutu Sese Seko, qui le soutenait. Prenez Ahmed Sékou Touré, qui le combattait. Prenez Hissène Habré, au Sénégal, Konaté au Sénégal, qui le soutenait. Prenez le président camerounais, Ahidjo. Prenez Ben Ali de Tunisie, qui le soutenait. En fait, même dans ces présidents qu'on n'a pas pu enterrer chez eux, pour une bonne partie, quand vous regardez... Même le roi Béanzin n'y est pas échappé. Tout à fait. C'est avant les indépendances. Vous avez la France qui a sa responsabilité dans le fait qu'on a maintenu des gens au pouvoir parce que ces gens-là faisaient l'affaire de la France. Quand les populations se sont soulevées, ces gens n'avaient plus la possibilité de rester chez eux. Et parfois, ça devient extrêmement difficile parce qu'il y a des cas où la famille même veut que le corps soit rapatrié, mais le pouvoir sur place n'en veut pas parce que le pouvoir ne veut pas qu'on en fasse un symbole par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et quand vous regardez dans cela, la France est là avec sa responsabilité. La vérité avec la France, il faut que la France accepte d'assumer son histoire avec l'Afrique. J'ai vu un nous dire non, c'est l'Afrique qui doit à la France. Ils ont construit des routes, c'est vrai, il faut le reconnaître. Ils ont construit des hôpitaux, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais qui a construit les routes? Ce sont nos grands-parents qui l'ont souvent construit pendant le moment où c'était les travaux forcés. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, ces gens ont construit des routes en transportant des pierres sur leur tête. Et ces routes étaient destinées à quoi? À permettre aux Africains d'avoir une libre circulation des personnes ou bien à tracer des voies pour pouvoir transporter ce qui était volé à partir des ressources africaines. Mais encore une fois, c'est la France qui doit dire merci à l'Afrique. Si elle n'est pas capable de le dire, il n'y a pas de souci, mais qu'on ne vienne pas nous embrouiller avec des explications qui ne tiennent pas la route. Au Togo, FLUH demande donc le rapatriement de son ancien président Sylvanus Olympio. Au Cameroun, la famille réclame également le retour du reste d'Ahidjo qui repose au Sénégal. Tout à fait, le président Ahidjo repose au Sénégal. Tous les Sénégalais connaissent sa tombe. La famille le réclame depuis fort longtemps. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut faire attention parce que quand l'élément politique rentre, on sort de l'histoire. Ça devient un autre problème qui rend les choses beaucoup plus compliquées parce que Ahidjo également, il n'a pas cédé le pouvoir après des élections.
Et ça joue sur la façon dont la personne a perdu le pouvoir, la façon dont la personne a quitté le pays. Parce qu'Ahidjo n'est pas décédé, on est allé l'enterrer ailleurs, mais il a quitté le pouvoir, il est décédé au Sénégal. Hissène Habré, il est décédé au Sénégal, mais il est venu au Sénégal dans quelles circonstances? C'est après un coup d'État, etc. Tous ces éléments jouent et je crois qu'il faut qu'en Afrique, qu'on accepte d'assumer notre histoire de façon intégrale, avec ce qu'il y a dedans, comme des choses intéressantes qu'on doit pouvoir présenter, et ce qu'il y a dedans qui n'est pas intéressant, qu'on doit pouvoir assumer, expliquer et dépasser. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.